comment classer les requêtes DHCP de façon à pouvoir faire un tri entre les différents types de clients, par exemple séparer les téléphones IP des ordinateurs, et au niveau des ordinateurs, pourquoi pas séparer les ordinateurs qui tourneraient sous Microsoft, ou bien ceux qui tourneraient sous Mac, ou bien ceux qui tourneraient sous Linux. C'est ce que nous allons découvrir par la configuration avancée du service DHCP. Dans cette présentation, nous allons regarder comment on configure précisément la machine qui va servir de serveur DHCP, et donc quelles sont les étapes préalables à la configuration pour faire en sorte qu'en fait notre machine fonctionne correctement. Alors en fait l'objectif il est de transformer cette machine là qui possède deux cartes réseau. Donc il y a une première carte qui s'appelle ENP0S1 qui servira par le biais d'un réseau interne isolé à faire fonctionner un ensemble ou un poste client. Là je vais en utiliser qu'un seul pour les démos. Et de l'autre côté, cette carte là, donc qui s'appelle ENP0S8, elle permet à cette machine grise, donc ce serveur Linux, d'accéder par un pont réseau de VirtualBox, puisque j'utilise donc une machine virtuelle VirtualBox, d'accéder au réseau extérieur qui me permettra d'atteindre Internet. Alors pourquoi ça? Parce que en fait sur cette machine je vais avoir besoin d'installer des services, des fonctionnalités, peut-être d'aller chercher des choses sur Internet, et pour ça je voudrais pouvoir le faire à tout moment. Donc je lui ajoute une carte ici qui est connectée, et alors je fais aussi ça pour que vous puissiez comprendre la nécessité de séparer en fait ces deux cartes lorsqu'on va faire fonctionner notre serveur DHCP. Alors ce qui est important, c'est que le serveur DHCP qu'on va mettre en place sur cette machine soit en écoute que sur cette carte là. Alors cette carte là, elle s'appelle ENP0S1 ou bien ENP0S2, donc il faudra qu'on le vérifie parce que je ne le sais pas encore. A priori ça devrait être la numéro 1, mais il se peut que ce soit la numéro 2. Lorsque j'installe ma machine, il reconnaît la première carte en 1 et parfois en 2 si on rajoute la carte après démarrage de la machine virtuelle. Donc je ne sais pas encore, c'est pour ça que j'ai mis les deux, et on lèvera le doute et on corrigera en fait sur ce schéma pour bien mettre le numéro qui correspond. Donc j'ai bien une carte d'un côté qui s'appellera ENP0S1 ou bien ENP0S2, ça nous allons le découvrir, et une autre carte qui devrait s'appeler ENP0S8. Alors c'est pareil, ce sera à vérifier, mais en général elle porte ce nom là. Cette carte est tampon, elle permet d'atteindre Internet, et cette carte est configurée avec, enfin sera configurée avec une adresse IP dynamique, de façon à ce qu'elle reçoive une adresse IP du serveur qui se trouve ici, côté Internet. L'autre carte, on va lui mettre une IP statique, de façon à ce qu'elle puisse dialoguer avec tous les ordinateurs qui deviendront des clients sur ce côté-là du réseau. Donc voilà la situation. Alors maintenant, au niveau de la préparation de la machine, donc la machine dont je parle, il s'agit donc de celle-ci. Au niveau de la préparation de la machine, eh bien, pour faire ce que l'on vient de dire, c'est qu'on va commencer à préparer notre machine pour qu'elle accède à Internet et y installer des paquets qui sont notamment le serveur DHCP. Alors je vais pour ça déclencher une requête DHCP sur la carte qui se trouve donc ici, de façon à ce qu'elle se cale sur ce réseau là et qu'elle obtienne l'accès à Internet. Pour ça, la commande est toute simple, hein. On fait une requête DH client qui va déclencher une requête DHCP. Je mets l'option "-v" qui permet de voir, ça veut dire littéralement verbose, c'est-à-dire voir ce qui va se passer pour pas être dans l'incertitude, et puis j'indique le nom de la carte. Donc ça va donc déclencher une requête uniquement sur cette carte là. Une fois que j'aurai fait ça, je vérifierai quand même, si j'ai un doute, l'adresse IP obtenue, et j'installerai grâce à cette configuration le paquet qui permet d'installer le service DHCP serveur. Alors ensuite je vais aussi installer ça qui va me permettre en fait par une petite astuce tout à l'heure de poursuivre l'explication. Je vais vous montrer ça. Alors donc la machine en question, pour l'instant sur cette présentation vidéo elle n'est pas très claire puisque je suis en fenêtre agrandie dans VirtualBox, donc on a un peu du mal à voir les choses. Donc première chose, DH client
-v ENP0S8 et on va faire en sorte que cette carte obtienne une adresse IP, enfin en tout cas on l'espère. Alors vous voyez, le fait de mettre -v permet de voir ce qui est en train de se passer, et donc on vient de voir des requêtes DHCP Discover, DHCP Discover et ensuite un DHCP Request, un DHCP Offer, un DHCP Acknowledge. On peut voir qu'actuellement cette machine elle a une adresse et j'ai pas besoin de le vérifier puisque je la vois en bas de l'écran et je peux déjà vérifier que j'ai un accès internet par exemple comme ça. Ça a l'air de fonctionner tout à fait normalement. Donc cette première commande a donc permis d'obtenir l'IP. Ensuite on a dit qu'on allait installer ISC-DHCP-serveur. Le Y que je mets au bout, c'est simplement répondre par défaut yes aux questions éventuelles. Donc là, je fais deux commandes en une, celle-ci et celle-là. En fait, j'enchaîne les deux commandes. J'aurais pu les écrire l'une à la suite de l'autre. Alors, j'ai une façon de faire. Donc, apt get install et isc-dhcp-serveur-y. Donc là, on voit immédiatement, grâce au Y que j'ai mis en bout de ligne, il va chercher ce qu'il lui faut sur Internet. Il installe et vous allez voir qu'il va tenter de démarrer le DHCP une fois qu'il l'aura installé, qui va engendrer des erreurs. C'est pourquoi on voit du texte en rouge. On voit par exemple qu'il nous dit en rouge, le premier message assez net, c'est qu'il n'y a pas de déclaration pour ENP0S3. Donc il ne fonctionne pas. Et il nous met un message final en rouge en disant qu'il n'a pas pu démarrer le service. Donc on est pour l'instant arrivé à cette étape-là. On va installer ce petit logiciel, la PS-MISC. Alors lui, en fait, il va tout simplement permettre d'utiliser une commande qui s'appelle kill all et qui pour l'instant n'existe pas. Donc apt get install PS-MISC. Voilà. Et je vais vérifier maintenant que j'ai fait ça, que ma commande kill all répond. Ça fonctionne. Donc voilà, nous sommes arrivés pour l'instant à ce stade-là. Et on va commencer à préparer la configuration de service. Alors, pourquoi cette précaution? Parce qu'en fait, il s'agit d'une précaution. Comme j'ai deux cartes, si je mets en marche un service DHCP dans cette machine, il va donc répondre aux requêtes qui seraient transmises sur ce réseau-là, mais aussi aux requêtes qui seraient transmises ici. Si ici j'ai déjà un DHCP, celui-ci et celui-là vont donc se partager le réseau, ce qui peut évidemment provoquer une concurrence, des gênes, puis des problèmes inattendus. Donc moi je veux absolument pas que ce serveur soit capable de gérer des requêtes clients qui viendraient de ce nuage là ici, donc sur ce câble, mais par contre à l'inverse je veux absolument qu'il réponde aux clients qui se situent de l'autre côté. Donc il va falloir, en ayant vérifié le nom de la carte qui m'intéresse, indiquer quelle carte je dois utiliser pour configurer mon service. C'est donc cette option là. Donc je ne sais pas encore si c'est ENP0S1 ou S2 son vrai nom, donc je vais le chercher tout de suite. Alors pour faire ça c'est simple, hein. IP link show pour voir les cartes réseau. Et on regarde les numéros, on a numéro 1, numéro 2, numéro 3, on voit numéro 2 et numéro 3, et vous voyez qu'en fait c'est quelque chose que je n'avais pas prévu dans ma présentation graphique. Elle s'appelle ni ENP0S1 ni ENP0S2, elle s'appelle ENP0S3. Quant à l'autre carte, elle s'appelle bien ENP0S8. Donc, on va donc modifier un fichier de configuration, et ce fichier de configuration il va permettre de spécifier quelle est la carte sur laquelle on veut effectuer les requêtes, les réponses aux requêtes clients. Donc pour nous, d'après le schéma, il s'agit de la carte qui se trouve ici, donc qui s'appelle donc en réalité ENP0S3. Donc faites toujours cette vérification parce que le nom peut bien sûr varier. Donc pour pouvoir modifier le fichier qui conditionne l'écoute du service, il faut aller ouvrir ce fichier qui se trouve dans ce dossier. Et ce fichier s'appelle ISC-DHCP serveur.
On va trouver à l'intérieur, en bas du fichier, une déclaration d'interface avec aucune précision. Et comme vous le voyez, il y a deux déclarations, interface V4, interface V6. On va se débarrasser du V6 en mettant un commentaire devant. Donc il suffira de mettre un dièse. On va conserver le V4 en précisant entre les guillemets quel est le nom de la carte. Ici, on va donc écrire ENP0S3. Donc, je fais un nano /etc default et is-dhp-serveur. Voilà le fichier qui s'ouvre. Je vais tout en bas. Je vais commencer par commenter en mettant un dièse cette première ligne, un dièse et un espace, comme ça sera plus facile à lire, mais un dièse tout seul suffit très bien. Et ici, je vais indiquer ENP0S3. Faites bien attention de ne pas remplacer le 0 par un O, ça pourrait passer visuellement, on pourrait commettre l'erreur et ça ne marcherait pas bien sûr. Donc l'interface en IPv4 sera ENP0S3 et seulement celle-là. Donc en faisant ça, je quitte, j'enregistre et maintenant je peux passer à l'autre étape. Donc j'en suis ici, j'ai donc fait cette mutation ici. Maintenant, quand nous avons installé le DHCP tout à l'heure, il a créé un fichier de configuration qu'il a placé dans ce dossier, et ce fichier s'appelle dhcpd.conf. dhcpd, D parce qu'il s'agit du serveur, et le D exprime le terme de démon. Démon, ça veut dire que c'est un service d'arrière-plan. Donc le démon DHCP, et son fichier de configuration, c'est donc celui-ci. Donc dans ce fichier, normalement, il y a déjà plein de choses qui servent un petit peu de présentation, de démonstration, de modèle. Nous, on ne va pas se casser la tête, on va le retirer avec la commande rm. Donc on enlève ce fichier rm/etc/dhcpd.conf. On l'efface. Voilà, il n'y en a plus. Maintenant que c'est fait, je vais vous montrer par une vérification. Je vais dans le dossier DHCP et je fais ls-l pour lister et je m'aperçois qu'il y a bien un fichier qui s'appelle dhcpd6.conf. Celui-ci, je ne vais pas l'utiliser vu que j'ai désactivé l'écoute sur IP version 6, c'est-à-dire sur l'interface V6 tout à l'heure. C'est ce qu'on a fait lorsqu'on a fait cette modif là. On a mis le dièse, donc j'ai pas besoin de paramétrer ce fichier. Je conserve IPv4. J'ai ma carte qui est spécifiée, j'ai effacé mon fichier, je suis prêt à créer ma configuration. Avant de le faire, je vais regarder avec une commande qui permet de visualiser les sockets. SS, c'est une commande qui permet de manipuler, de visualiser les sockets, et les sockets peuvent être des sockets réseau par exemple. Donc moi je vais mettre l'option -A N U P A pour indiquer tous les sockets au format numérique, c'est-à-dire je veux pas leur nom mais je veux leur numéro. U pour voir les sockets qui sont en rapport avec le protocole UDP. Et P pour voir le numéro de processus associé. Alors je vais pas mettre le P tout de suite. Je vais juste regarder s'il y a des sockets qui concernent le port 68 en UDP. J'en vois deux, la ligne 2 et la ligne 3. Cela, ça veut dire que mes cartes réseau sont en écoute DHCP. Alors pourquoi j'ai deux fois le port 68? Tout simplement parce que j'ai deux cartes. Et ces deux cartes en fait sont pas configurées pour une IP statique, mais pour voir, c'est-à-dire pour réclamer des adresses IP. IP-Link Show, je vous rappelle, vous permet de voir vos cartes réseau. Il s'agit de la carte numéro 2 et de la carte numéro 3. S'appelle ENP0S3, ENP0S8 qui sont en écoute DHCP. Donc avec la petite commande que j'ai fait tout à l'heure, la commande c'était celle-ci, on a installé ce qui va permettre de stopper cette écoute DH client. Donc je vais tuer tout, je tue tout ce qui s'appelle DH client. DH client, c'est tout simplement le programme qui gère les requêtes clients. Donc si je fais ça, je les arrête. Maintenant, il ne se passe rien, mais si vous regardez
avec l'affichage des sockets, le port 68 a disparu. Ce qui veut dire que votre machine, pour l'instant, ne fait plus de requêtes DHCP. Si elle ne fait plus de requêtes DHCP, on est arrivé à cette étape ici. Il ne faut pas qu'elle fasse de requêtes, c'est pour ça que je l'ai arrêté. Alors pourquoi j'ai souhaité qu'elle ne fasse pas de requêtes? Tout simplement parce que quand elle va être serveur, elle va écouter sur toutes ces interfaces. On a vu qu'il y avait deux fois la requête, donc ça veut dire qu'elle a deux interfaces, ENP0S3 et ENP0S8. Et en plus de ça, ici sur ENP0S3, rappelons qu'elle s'appelle S3 en réalité, elle va être serveur. Donc elle sera à la fois client et serveur sur le même carte, ce qui n'est pas interdit, sauf que si elle est en attente d'adresse, eh bien elle va se distribuer elle-même une adresse. Ça va créer de l'instabilité et puis ça va être une surprise parce que je ne vais pas pouvoir savoir à l'avance ce qui va se passer et quelle adresse elle va obtenir. De plus, c'est pas raisonnable d'avoir un serveur DHCP qui est là pour donner une configuration IP à des clients qui lui-même est client DHCP. Ce serait complètement aberrant. Mais c'est techniquement tout à fait possible. Donc voilà, on en est là. Alors maintenant, la prochaine étape qu'on vient de faire, c'était donc ça. Et maintenant, on est à l'étape où on va mettre en place une nouvelle configuration, c'est-à-dire qu'en fait, on va créer de toutes pièces notre nouveau fichier de conf. Alors, on va aborder ça dans une autre présentation. On va clore ici en fait cette discussion et cette présentation vidéo. Mais avant d'entamer ça, pour que vous ayez bien le temps de préparer confortablement votre machine, avant de passer à l'étape prochaine, qui sera donc la construction de la config en créant ce fichier-là. Alors ça, c'est le plus gros boulot, parce qu'en fait, là-dedans, même si j'ai mis la phrase « il vous reste à entrer toute la configuration », eh ben, ça dépend de la configuration que vous voulez mettre en place. Mais c'est aussi ce qu'il faut lire ensuite ici. Alors j'ai indiqué que vous devez apporter grand soin, alors il y a une faute ici, hein, il y a un petit espace à mettre, et une extrême rigueur dans le respect de la syntaxe. Il faudra faire attention au retour ligne, aux indentations, c'est-à-dire au décalage des instructions les unes par rapport aux autres, à l'appairage, c'est-à-dire à la fonctionnalité ouvrante, fermante, lorsque vous mettez en place des parenthèses ou des accolades, et puis également aux marques de fin de déclaration, c'est-à-dire en fait les petits points-virgules. Si vous oubliez l'un de ceux-là, si vous mettez mal l'appairage, si vous remplacez une parenthèse par une accolade ou inversement, si vous ne respectez pas certaines indentations, ben ça ne marchera pas, le serveur ne voudra pas démarrer. Quand vous ferez ça, pour redémarrer le serveur, à chaque fois que vous allez faire une modification, il vous faudra redémarrer le serveur, et bien quand vous le ferez, s'il y a une erreur, vous serez bloqué. Alors si c'est le cas, si la commande retourne une erreur, eh ben, on débutera la recherche des causes en consultant scrupuleusement le journal système. Avant d'en parler, s'il n'y a aucune erreur, ben, en fait, le système va nous rendre la main très rapidement, dès qu'on va taper ça, au bout de 2-3 secondes, peut-être moins que ça, le système nous rend la main sans aucun message. Eh ben, s'il n'y a aucun message, ça veut dire que ça fonctionne. Et à ce moment-là, on peut passer au test et on va brancher un poste client comme celui-ci et faire des commandes ici pour voir comment ça marche. Par contre, s'il y a une erreur, on est dans la galère parce que là, l'erreur, elle peut être à tout endroit du fichier de conf. Si le fichier de conf contient des lignes, ça va aller vite. S'il en contient 100, ça va être plus coton à trouver. Donc, la bonne idée, c'est de commencer par la recherche d'erreurs en tapant cette commande qui va permettre de lancer le journal de contrôle général du système. C'est pas un journal spécifique au DHCP, c'est le journal général, mais si vous venez de faire ça et qu'il y a des erreurs, n'attendez pas longtemps avant de faire ça, faites-le immédiatement après. Du coup, dans le journal système, il aura recensé les événements qui seront consécutifs à l'erreur du démarrage du DHCP. Donc vous aurez tout de suite dans votre écran les erreurs. Et à ce moment-là, vous scrutez ligne par ligne, mot par mot, le fichier de configuration, vous rechercherez la syntaxe, les erreurs. Alors ça, on n'en est pas encore là, on le fera au moment où on aura commencé à remplir notre fichier. Voilà, nous voici désormais au terme de cette
présentation, un petit peu de cette présentation théorique, avec ces quelques manips qui ont permis de fixer les conditions de départ de notre machine. Il nous reste quelques configs à faire. Et ensuite, on va passer à la réalisation de la configuration proprement dite du DHCP pour ensuite finir par une série de tests qu'on fera depuis le poste client.